Bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous parlons de mainframe et comment les migrer vers le cloud. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter chaque semaine, de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur les petites cloches, les petits pouces vers le haut, de vous abonner pour recevoir les épisodes automatiquement quand ils sont publiés. C'est tous les vendredis matins en général que ça se passe. Dans cet épisode, on va parler d'une famille de technologies que je vais grouper sous le nom mainframe, mais ça englobe plein de choses. Quand on parle mainframe, on parle souvent des gros systèmes centraux d'IBM, d'Unisys, en France de Bull, de Siemens en Allemagne. On va parler des mainframes, de quel type d'application tourne sur les mainframes et surtout est-ce qu'il est possible de les migrer sur le cloud. Et juste pour pas vous tenir en haleine, oui, il est possible de les migrer sur le cloud. On va voir comment avec Foulk de Valence qui est mon invité pour aujourd'hui. Foulk, tu es basé à New York si je ne me trompe pas et tu es Worldwide Tech Leader pour les mainframes et les systèmes legacy. Merci d'être là. Dis-moi d'abord, peut-être un mainframe, c'est quoi? Bonjour Benjamin, ravi d'être là. Alors, qu'est-ce que c'est un mainframe? Un mainframe, c'est un grand système, ça c'est le nom qu'on en a en français, qui contient beaucoup de ressources CPU, mémoire, I/O, des gros disques qui sont attachés au mainframe, et ce sont des grands systèmes, des gros ordinateurs qui permettent d'exécuter en même temps de nombreuses transactions. Donc ce sont des systèmes qui sont beaucoup utilisés dans le secteur bancaire, dans le secteur financier, par les compagnies aériennes, par exemple pour des systèmes de réservation. Il est également utilisé dans le secteur automobile, par des gouvernements ou des institutions publiques. Et la grosse force des systèmes mainframe, c'est que parce qu'ils ont toutes ces ressources-là, ils sont capables d'exécuter beaucoup d'applications variées en parallèle. Donc on voit des systèmes qui ont des hauts niveaux transactionnels, qui sont capables exactement d'exécuter des systèmes batch. Comme tu l'as dit, il y a différentes familles de mainframe. On voit surtout des mainframes IBM qui sont les plus courants, mais il y en a d'autres qui viennent de chez Unisys, Fujitsu, etc. J'ai travaillé à Luxembourg pendant de longues années et donc beaucoup dans le domaine financier. Chaque banque avait son mainframe, ou en tout cas pour les plus petites banques, des mini. On ne veut peut-être pas rentrer dans la différence entre les mainframes et les mini, mais les AS400, ça fait aussi partie de ce genre de machines. Pourquoi les clients choisissent des mainframes? Pourquoi ils choisissent les mainframes? Parce qu'ils sont reconnus pour leur qualité de service. La qualité de service, ça inclut la sécurité, ça inclut la haute disponibilité, ça inclut la scalabilité. Et parce que les mainframes, en réalité, ont été déployés depuis très longtemps, depuis les années 60, et à l'origine, c'était les seuls systèmes qui permettaient vraiment d'avoir une gestion centralisée des applicatifs des clients. Donc on voit, il est courant de trouver des applications qui sont là depuis 40 ou 50 ans, qui ont évolué au cours du temps, mais qui finalement, le cœur de métier est toujours là. Ce sont des systèmes qui ont été souvent développés en COBOL, en interne, et qui ont évolué maintenant. Il y a beaucoup d'applicatifs qui font plusieurs millions de lignes de code, COBOL, PL1. On voit des systèmes Natural à la base également. Ce sont des systèmes qui ont également leur propre moniteur transactionnel. Par exemple, on voit des choses du type CICS ou des moniteurs transactionnels de type IMS, et les bases de données peuvent être très particulières également. Ce ne sont pas forcément des bases de données qu'on retrouve sur des systèmes distribués. On retrouve beaucoup de fichiers de type VSAM, qui contiennent des données qui sont des données indexées. Il y a également des bases de données qui sont des bases de données hiérarchiques de type IMS. Et puis j'ai noté également les bases de données de type IDMS. Donc il y a un grand florilège de types de bases de données différentes qui permettent vraiment de s'adapter à des applicatifs et des besoins différents de la part des clients. Oui, donc il y a 50 ans, plus même 70 ans d'histoire dans les mainframes, que ce soit en langage de programmation, tu as mentionné COBOL, PL1, etc. En termes de base de données, depuis des fichiers indexés, je crois qu'aucun étudiant aujourd'hui ne sait ce que c'est qu'un fichier indexé, et des moniteurs transactionnels. Un moniteur transactionnel, on peut lier ça un peu à un app server, c'était le WebSphere des années 70. Exactement, ça ressemble beaucoup. En fait, c'est un middleware, donc un logiciel intermédiaire qui permet de fournir des services aux applicatifs qui s'exécutent sur le mainframe. Donc le service, par exemple, ça peut être une couche de présentation, fournir la facilité qui affiche l'écran d'un applicatif. Donc par exemple, si on travaille avec un environnement CICS, il y a des maps BMS
qui permettent, à partir d'un langage, d'une définition, d'envoyer un écran sur le terminal utilisateur. Et ce sont les écrans verts et orange qu'on voit. Exactement, on appelle ça les écrans verts, mais en réalité ils sont un peu plus élaborés que les écrans verts. Il y a également des couleurs blanches, orange, rouge, etc. Mais ce sont des écrans principalement basés sur les systèmes sur du texte. Alors la chose importante également à comprendre, c'est que les mainframes, même si le cœur du mainframe a évolué légèrement et que le mainframe lui-même s'est modernisé, beaucoup de la modernisation s'est faite en frontal au mainframe. Donc ce que l'on voit beaucoup également, c'est que le cœur de métier reste sur le mainframe, mais il y a des plateformes distribuées en frontal qui permettent de faire l'interface web. Donc le mainframe a développé beaucoup de technologies de gateway ou de passerelles qui permettent de faire la communication entre le monde moderne et les technologies mainframe. Un exemple type, c'est la CICS Transaction Gateway qui permet, à partir d'un front-end web de type Java, WebSphere ou Tomcat, d'appeler la CICS Transaction Gateway, d'appeler une transaction CICS qui elle-même va appeler le programme COBOL ou les données dans le fichier VSA, mais ensuite renvoyer ça au frontal web. Ouais, il y a beaucoup de banques qui font ça. J'ai fait pas mal de projets comme ça fin des années 90, début des années 2000 où on mettait des couches de présentation web, portal avec du Java qui appelait le cœur du métier sur mainframe, soit avec la transaction gateway CICS. En effet, je me souviens avoir l'asynchrone aussi avec du MQ. On envoyait des messages à des programmes en COBOL dans des files d'attente. MQ, c'est un peu l'équivalent de SQS chez AWS si je veux résumer pour ceux qui connaissent pas MQ. On a parlé du genre d'application qui tourne. C'est correct de dire que presque tous les jours dans ma vie digitale quotidienne, j'interagis avec un mainframe, même si je ne le sais pas. Je retire des retraits, je retire de l'argent dans un distributeur automatique, je fais un paiement, je réserve un ticket d'avion, je paye mes impôts. Tout ça, ça passe par du mainframe. Encore aujourd'hui. La majorité des banques ont encore toute la gestion de compte, par exemple, sur des mainframes. Et donc, dès qu'on fait la moindre transaction, que ce soit retirer de l'argent liquide, que ce soit faire un transfert d'argent ou un paiement, qu'on utilise de l'argent, en général, la transaction ultime, après tous les frontaux web dont on a discuté, après tous les frontaux de distributeurs de billets, en général, ça arrive sur un mainframe pour exécuter la transaction de débit ou de crédit. Alors si on est dans le podcast AWS en français, c'est pour parler cloud également et pas parler que de mainframe. Et est-ce que tu travailles avec des clients qui veulent migrer leur mainframe vers le cloud, et pourquoi ils veulent faire ça d'abord, et puis après on parlera dans un deuxième temps comment on peut migrer. D'ailleurs, est-ce que ce sont des migrations, est-ce que c'est de la réécriture, ce sont les sujets que j'aimerais bien aborder avec toi. Mais quel est le facteur déclenchant? Pourquoi les clients à un moment ils se disent ok, on veut arrêter le mainframe? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on a vu AWS se développer, on a vu de plus en plus de clients qui ont fait des migrations importantes d'environnements distribués, et en même temps que les clients mûrissent leurs approches de migration, non seulement ils veulent migrer les environnements distribués vers AWS, mais maintenant ils veulent aussi migrer les autres systèmes, les autres serveurs, ceux qui peuvent a priori paraître plus complexes, et également profiter de la proposition de valeur d'AWS. Alors pourquoi les mainframes particulièrement? Il y a différentes raisons. La première, qui est la plus évidente, c'est le coût des mainframes. Quand on voit un grand système mainframe, il est courant d'avoir des clients qui doivent payer des dizaines de millions d'euros par an, rien que pour la maintenance de leur système mainframe. Et pour les gros clients, on parle pas de dizaines de millions, mais on parle de centaines de millions d'euros. Donc la facture augmente très vite. Et donc pour ces clients-là, faire des réductions de coûts sur leur applicatif cœur de métier, ça leur permet de non pas juste faire de la gestion et de la maintenance, mais vraiment de réallouer ces fonds pour investir plus dans l'innovation, pour investir plus dans les nouvelles fonctionnalités. Donc ça devient une priorité pour eux de faire de la réallocation des coûts de maintenance de mainframe vers de l'innovation et vers des nouvelles applications. Donc c'est vraiment drivé par le coût. On va dire c'est le premier critère. Le premier en tout cas. Ouais. Il y en a d'autres. Le deuxième, on va dire, ce sont les cycles de développement. En même temps que les entreprises essaient d'être de plus en plus agiles, ils remarquent en fait leur environnement mainframe, et pour plusieurs raisons. Ils sont trop lents. C'est-à-dire que régulièrement sur les applicatifs mainframe, on fait une release tous les 6 mois ou une release tous les ans. Et pour les besoins des clients modernes, en réalité c'est pas assez rapide. Quand on voit que sur les environnements distribués, on peut faire plusieurs releases par jour ou au moins plusieurs releases par semaine ou par mois, l'environnement mainframe il est vraiment décorrélé et ça permet pas d'implémenter des fonctionnalités suffisamment rapidement. Alors les raisons sont multiples. C'est d'une part lié à la complexité
complexité, c'est d'autre part lié à la couche technologique sur le mainframe, c'est aussi lié au fait que comme ce sont des environnements qui sont des gros ordinateurs avec beaucoup de données et beaucoup d'applicatifs qui sont consolidés, on fait très attention dès qu'on fait un petit changement quelque part pour pas que ça impacte tout le reste de la plateforme. Et donc cet ensemble de raisons liées au mainframe fait que les cycles de développement sont trop lents. Et enfin, il y a une autre raison qui est également importante, c'est la perte de compétences. C'est-à-dire qu'avec le temps, beaucoup de gens qui géraient les mainframes soit sont partis à la retraite ou partent à la retraite, et donc il est de plus en plus compliqué de trouver des gens qui sont compétents sur le mainframe pour mettre à jour les applicatifs et continuer de les faire évoluer. Donc avec le temps, les clients cherchent à adopter les plateformes où les compétents et les talents viennent, et ce sont notamment les environnements distribués et cloud, et le mainframe donc a de plus en plus de difficultés pour se maintenir de par le manque de compétences disponibles sur le marché. Alors, donc, je résume: prix, agilité et compétences, prix qui se chiffre en dizaines, voire en centaines de millions. Et je suppose que c'est pas que le prix de maintenance du hardware et des environnements aussi, mais une licence, quelle qu'elle soit, d'un produit logiciel mainframe va coûter beaucoup plus cher qu'une licence d'un logiciel sur une autre plateforme. Agilité, ça on le comprend bien, c'est une des raisons principales pour lesquelles nos clients migrent vers le cloud en général, même en venant de systèmes distribués. Et compétences, ça me rappelle des anecdotes aussi quand je travaillais dans les banques il y a 20 ans, où on me disait non, ce programme-là on n'y touche pas parce que le développeur est à la retraite. Il y a même une banque un jour qui m'a dit on n'a plus le code source. On n'a plus exactement. Code source. Ça fait partie des problèmes. Donc on n'est plus capable de un autre aspect que je pourrais même ajouter, c'est les données. On parlait tout à l'heure des données de type VSAM qui sont sur des fichiers indexés. Mm-hmm. Ce sont des données qui sont difficiles à exploiter. Alors quand ces données sont des données core business, des données métiers qui sont très importantes, notamment pour faire de l'analyse, pour faire de la prédiction, pour pouvoir vraiment essayer de trouver des avantages compétitifs, et ne pas avoir la possibilité d'accéder facilement à ces données est un problème pour les clients, parce qu'ils doivent mettre en place des systèmes complexes pour pouvoir les exploiter, et les clients sont vraiment mis en difficulté parce que ces données sont coincées sur le mainframe et sont pas accessibles par le reste des plateformes. Est-ce que je peux résumer en disant qu'il y a une première phase dans l'industrie qui a démarré une vingtaine d'années où on essayait d'envelopper le mainframe dans d'autres choses, mettre des front-ends devant, puis maintenant on se rend compte que vraiment il faut arriver au cœur et aller piocher dans le cœur et migrer. Et d'ailleurs, est-ce que c'est migrer ou est-ce que c'est réécrire les applications ? Ah, ça c'est une bonne question. Les deux. On a différents modes, on va dire, de modernisation, en fonction des objectifs clients, en fonction des contraintes techniques, en fonction de la vitesse à laquelle on souhaite exécuter cette modernisation. Il y a différentes approches. Donc, si je peux couvrir les approches rapidement, allons-y. On va dire d'un haut... Vas-y, prends okay. À un haut niveau, la première approche, c'est ce qu'on appelle du replatforming ou du changement de plateforme, où on va utiliser des outils qui sont des outils d'émulation qui vont permettre de reproduire certaines fonctionnalités des mainframes. Par exemple, on parlait tout à l'heure de CICS ou des fichiers VSAM, et donc il existe des émulateurs sur le marché de type Microfocus, Tmaxsoft, LZ Labs, qui permettent de reproduire ces fonctionnalités pour que l'applicatif, qui peut être un applicatif COBOL ou un applicatif PL1 par exemple, puisse être déplacé, être recompilé sur la plateforme cible. Dans ce cas-là, on n'a plus le même système d'exploitation. Donc, il n'y a plus la couche logicielle IBM, si c'est un mainframe IBM, on n'a plus le ZOS, par exemple, mais on conserve tout de même les fonctionnalités fournies par le middleware de type CICS pour que l'applicatif puisse être compilé et s'exécuter de manière rapide sur la plateforme cible. Donc, avec cette technique-là, ce qui se passe, c'est que, d'une part, les clients peuvent réutiliser les mêmes compétences de développement, parce qu'un développeur COBOL va pouvoir continuer à développer en COBOL, même chose avec le langage PL1. Mais par contre, toute la stack ou toute la couche logicielle qui est dessous, que ce soit le système d'exploitation ou l'émulateur, sont un environnement modernisé. On peut même introduire avec ce genre d'approche des pipelines, du CI/CD pour faire du DevOps. Donc, on peut vraiment moderniser tout la méthode de développement pour permettre, avec un langage qui est un langage de type mainframe, du type COBOL PL1, d'avoir une certaine agilité et de bénéficier également de la réduction de coûts. Donc ça, c'est la première approche. Changement de plateforme avec un émulateur. Ouais, donc on donne aux applications un environnement d'exécution similaire à ce qu'ils avaient sur mainframe grâce à des émulateurs, mais qui eux tournent sur Linux, et donc il y a
K, recompiler mon bon vieux COBOL sur Linux et il va retrouver ces mêmes API et les mêmes services. Grosso modo, c'est ça, exactement. Et alors, quand tu dis il y a K, c'est un point intéressant parce qu'effectivement, non. Le logiciel est là, mais il y a un gros travail de test pour s'assurer qu'on a bien l'équivalence fonctionnelle entre la source mainframe et la destination environnement distribué ou cloud. Et donc, il y a un gros travail de test pour ça. On sort les fichiers, tu parlais de fichier VSAM qui est donc la base de données de certaines applications. C'est un FTP ou c'est plus compliqué que ça pour sortir c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais pas sorcier. Il y a une phase de repro qu'on fait auparavant pour pouvoir reformater ce fichier-là pour qu'il soit transférable. Ensuite, on le transfère. Et pour chaque émulateur, en parlant du fichier VSAM particulièrement, l'API VSAM reste la même. Mais par contre, l'implémentation du fichier VSAM va être différente. Certains émulateurs vont mettre le fichier VSAM dans un système de fichiers, d'autres vont le mettre dans un système de fichiers partagé, d'autres vont le mettre dans une base de données. Donc il y a différentes implémentations en fonction de type de topologie sur lequel on souhaite déployer. Et puis on fait déployer ça sur des EC2 dans du Linux tout à fait classique. Donc ça c'est la première approche dont tu parlais, qui est le replatforming. Voilà, avec des émulateurs. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle une refonte de la couche logicielle ou une transformation de la couche logicielle. En anglais, on appelle ça du automated refactoring. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le code Java source, tout le code COBOL source ou PL1 source, et on va le transformer dans un nouveau code type Java ou du C# ou du .NET, et on va le retransformer ainsi que toutes ses dépendances. Donc on parlait des dépendances CICS ou des dépendances VSAM, et la raison pour laquelle j'utilise CICS ou VSAM, c'est parce que c'est vraiment l'exemple le plus courant qu'on trouve, mais le même genre de technologie existe également pour des environnements IMS ou pour du Natural Database. Donc on va prendre toute cette couche logicielle et on va la transformer dans une couche logicielle moderne. Quand je dis moderne, donc ça va être par exemple du Java avec un framework Spring qui peut tourner sur du Tomcat avec une base de données relationnelle, et donc tout ça va permettre bien sûr sur un environnement cloud de bénéficier de l'élasticité, bénéficier de la scalabilité, de disponibilité, etc. Pour cela, on utilise des outils qui permettent de faire la transformation intégrale, et de la même manière que sur l'approche précédente, il faut faire beaucoup de tests pour vérifier l'équivalence fonctionnelle, là aussi il faut faire beaucoup de tests pour vérifier l'équivalence fonctionnelle, et finalement ce qui prend le plus de temps, ce n'est pas la transformation de code, mais c'est vraiment la mise en place de tous les tests. On a tendance à dire que sur ce genre de projet, il y a à peu près 70 à 80% du temps qui est passé sur les tests, et le reste du temps, c'est principalement passé sur les phases d'intégration. Donc par exemple, quand on doit faire de l'intégration avec du patch, quand on doit faire l'intégration avec un système de sécurité, quand on doit faire l'intégration avec un système d'impression, gestion des outputs ou des spools. Donc il y a pas mal de choses qui sont spécifiques au mainframe pour lesquelles il faut gérer une intégration particulière, mais le gros du projet, c'est vraiment les tests dans ce genre de projet. Et quelles sont les stratégies de testing? C'est du run en parallèle où on compare les outputs, où on rejoue des journées de transactions préenregistrées et on compare les outputs de façon automatisée? Alors pour être plus efficace, bien sûr, on cherche à automatiser au maximum. Alors dans les cas favorables, ce qui n'est pas la majorité, on espère avoir des test cases, on va dire des cas de test disponibles sur le mainframe et fournis par nos clients. Malheureusement, comme en général les applicatifs sont plutôt anciens sur les mainframes, les jeux de test également sont pas forcément disponibles, sont pas forcément matures. Donc le cas le plus fréquent, c'est qu'on doit recréer ces jeux de test. Cette création de jeux de test peut soit passer par des méthodes automatiques où on arrive à capturer automatiquement par exemple les écrans, les enregistrer pour ensuite les rejouer plus tard. Il peut y avoir des cas de scénario où c'est pas possible de faire ça, et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux utilisateurs d'exécuter leurs propres transactions. On va regarder comment on va faire, on va enregistrer ça, et ensuite on va le mettre sous un format qui est réexploitable pour pouvoir l'automatiser plus tard. Quand on a affaire à des environnements batch, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enregistrer l'état du mainframe, notamment de la base de données, avant que le batch s'exécute. On exécute le batch, on enregistre l'état de la base de données après que le batch soit exécuté, et ensuite on va rejouer ça sur l'environnement cible. Donc c'est beaucoup de l'enregistrement et de la relecture automatique de ces enregistrements pour vérifier l'équivalence entre la source et la destination.
La comparaison automatique. Je reviens à notre... Excuse-moi, j'ai dévié avec les tests, mais je reviens sur les scénarios de migration. Donc, scénario 1, replatforming. On émule les systèmes et on recompile le code. Scénario 2, transformation automatique, donc traduction du COBOL en Java, par exemple. Scénario 3. Alors, il peut arriver que sur les mainframes, on a quelques applicatifs qui sont avec des technologies plus récentes. Donc, il est possible de trouver, par exemple, du Java qui tourne sur du WebSphere, sur du ZOS. On peut également trouver des applicatifs plus récents qui tournent sur du Linux, sur le mainframe. Donc, quand on est confronté à ces situations-là, en réalité, la migration est beaucoup plus aisée parce que ce qui se passe, c'est que les fournisseurs de la couche middleware ou intermédiaire logiciel, en général, ont des outils qui permettent cette migration. Donc, si je prends le cas particulier du WebSphere, IBM va fournir les utilitaires qui permettent de prendre l'applicatif WebSphere et de l'exécuter sur un WebSphere, sur un environnement distribué ou un environnement cloud. Donc, on va pouvoir utiliser cet applicatif, cet utilitaire-là fourni par IBM. C'est très important dans ces cas-là d'utiliser les utilitaires du vendeur du logiciel. Parce qu'on veut rester dans un environnement qui est totalement supporté et on veut minimiser les risques également. Donc, pour ce genre de migration, ça se passe beaucoup plus facilement. Ça, c'est le cas le plus facile, je suppose. Si on a un WebSphere avec du Java, voire même une base de données relationnelle en DB2, parce que ça existe sous Linux aussi, il n'y a quasiment rien à changer. Exactement. Ouais. Et dans ces cas-là, dans ces cas favorables-là, parfois, on remarque que sur les projets, on n'a même pas nécessairement beaucoup besoin de compétences mainframe, parce qu'en réalité, les technologies, comme elles sont similaires entre le mainframe et l'environnement distribué ou cloud, et ben quelqu'un qui connaît bien la plateforme de destination, la technologie de destination, peut faire la migration par elle-même. Par contre, pour tous les deux modèles qu'on a décrits précédemment, les deux approches précédentes, là, il y a vraiment un besoin de connaissance des technologies mainframe pour s'assurer que l'on traite les technologies mainframe de manière appropriée. Et à l'inverse des cas plus favorables que tu viens de mentionner, est-ce qu'il y a aussi des cas très défavorables, des cas où tu passes l'éponge en disant désolé, ça, il n'y a pas moyen, il faut réécrire? Est-ce qu'il y a des technologies Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive quand les technologies ne sont pas courantes et que l'écosystème d'outillage disponible pour ce genre de modernisation n'a pas pris en compte ces plateformes-là. Et je vais prendre un exemple précis qui est l'exemple des plateformes TPF. TPF, ce sont les c'est le système d'exploitation de certains mainframes IBM qui notamment exécutent les systèmes de réservation des compagnies aériennes, où il y a également certaines chaînes hôtelières qui utilisent TPF pour leur système de réservation également. C'est un système d'exploitation qui est très particulier, qui est très optimisé pour des hauts niveaux transactionnels et pour lesquels nous n'avons pas d'outillage sur le marché qui permet de faire la transformation automatique ou de l'émulation. Et donc dans ce cas-là, comme on n'a pas d'outil d'accélération de la modernisation, et ben effectivement l'approche c'est de regarder précisément qu'est-ce qui tourne sur l'environnement TPF, essayer de comprendre les fonctionnalités business qui s'exécutent et ensuite les retravailler à la main. Donc c'est ce qu'on appelle une réécriture à la main avec l'aide des analystes business qui comprennent exactement la logique pour faciliter l'intégration et le redéveloppement de ces applicatifs sur les environnements cloud. Et là, le mot, tu l'as dit, c'est redéveloppement, réécriture de l'application. J'ai une collègue qui a récemment fait une démo de COBOL sur Lambda. Donc, on prend du code COBOL, on le compile, on met un runtime COBOL sur Lambda. Évidemment, on a envie de penser, ah, tiens, ça c'est utile pour les migrations mainframe. Et puis, quand on réfléchit un peu plus, on se dit un système très centralisé mainframe versus une programmation par événement Lambda, c'est pas du tout les mêmes modèles de programmation. Est-ce que ces cas un peu originaux, COBOL sur Lambda, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans un scénario de migration? Oui, alors c'est une technologie récente qui est effectivement très intéressante, mais la difficulté, c'est qu'elle ne s'applique pas forcément directement à un environnement mainframe. Comme on a parlé du mainframe, on a parlé de CICS, on a parlé de VSAM, on a parlé de beaucoup de dépendances qui sont vraiment spécifiques au mainframe. Et dans l'environnement Lambda, sur AWS, il n'y a pas toutes ces dépendances-là. Donc si c'est pour des fonctionnalités qui sont purement COBOL, sans les dépendances mainframe,
oui, dans ce cas-là, on peut déployer une fonction COBOL sur un environnement lambda. Par contre, s'il y a des dépendances sur des systèmes de fichiers VSAM, sur des transactions CICS, des écrans verts, comme on disait tout à l'heure, ce genre de choses, et ben dans ce cas-là, il manquera les dépendances pour pouvoir faire ce genre de déploiement. Et dans ce cas-là, on a besoin d'outils supplémentaires pour pouvoir faire justement toute cette gestion de dépendance. Donc, l'exemple que tu mentionnais avec le GNU COBOL est un exemple intéressant parce qu'effectivement, on peut prendre un applicatif COBOL. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'un développeur COBOL, qui est familier avec le langage COBOL, peut créer une nouvelle fonctionnalité et la déployer sur une fonctionnalité lambda. Mais ça sera pas nécessairement une fonctionnalité qui vient du mainframe avec toutes les dépendances mainframe. Si on peut l'isoler de ces dépendances mainframe, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible de la porter, la faire tourner qu'elle-même sur le lambda. Mais par contre, s'il y a la dépendance, dans ce cas-là, il y aura un travail supplémentaire pour enlever la dépendance au préalable et ensuite la déployer sur du lambda. Il y a également quelques outils de type Microfocus ou BlueEdge qui permettent de faire de la gestion de ces dépendances. Donc si on a un petit peu de dépendance qui vient du mainframe, par exemple un besoin d'accéder à un système de fichiers de type VSAM qui est, on va dire, transformé avec une donnée qui est sur une base de données relationnelle, on peut utiliser ces technologies-là pour quand même pouvoir déployer du COBOL sur une lambda et puis avoir cette petite dépendance sur une technologie mainframe. Quand je parlais avec des clients qui utilisaient du mainframe, qui avaient le mainframe au cœur de leur métier, je parlais parce que depuis que je suis chez AWS, ça m'arrive beaucoup moins de parler avec ce genre de clients-là. Il y en a beaucoup qui étaient très attachés à leur mainframe en disant voilà, c'est une machine qui tombe jamais, qui est extrêmement fiable, hautement disponible, très sécurisée. Est-ce que ces clients retrouvent le même niveau de qualité de service quand ils migrent dans le cloud ou est-ce qu'il faut les convaincre de la disponibilité du cloud, par exemple? Alors ça, c'est un sujet qui est très important, effectivement. Les applicatifs qui sont sur des mainframes sont typiquement des applications core business. Donc, ça veut dire que la sécurité est très importante, la haute disponibilité est très importante, la scalabilité est très importante, toute la gestion du système est très importante. Donc, nous, ce que l'on fait lorsqu'on fait de la modernisation de ce genre d'applicatif, c'est qu'on s'assure que soit on atteint les mêmes niveaux de qualité de service ou on fait mieux. La grosse force du cloud AWS, c'est qu'en fait la qualité de service qu'on arrive à obtenir est en fait meilleure que celle qu'on peut avoir sur des environnements distribués on-premise. Donc autant la discussion qu'on faisait la modernisation mainframe vers des data centers des clients autrefois, on pouvait perdre sur certains aspects, autant quand on fait de la migration vers du cloud, soit on arrive à atteindre les mêmes qualités de service, soit on arrive à l'améliorer. Si on prend l'exemple de la sécurité chez AWS, c'est vraiment la première priorité. Et donc, on a toutes les facilités qui sont disponibles pour faire de l'encryption de bout en bout, pour faire de la segmentation. On peut faire de la désegmentation avec les VPC, on peut faire de la segmentation avec différents comptes. On fait de la gestion centralisée de la sécurité. On a un modèle de sécurité qui est un modèle partagé. Donc, toutes les facilités qui sont disponibles sur l'environnement AWS Cloud permettent d'atteindre ces besoins de sécurité et même souvent de les dépasser. Pour la haute disponibilité, c'est encore mieux ce qu'on arrive à faire avec AWS parce qu'en réalité, le déploiement sur AWS, par défaut, on fait du déploiement qui est à travers deux availability zones, qui sont deux zones de disponibilité. Donc par défaut, on fait du déploiement à travers de multiples data centers. Or, quand les clients autrefois faisaient de la modernisation mainframe, ils avaient tendance à faire ça que dans un seul data center. Donc par défaut, quand on va sur une migration vers AWS, on a une haute disponibilité qui est encore meilleure que ce qu'on pourrait atteindre. Même certains mainframes ne font pas de la haute disponibilité à travers plusieurs data centers. Certains le font, ceux qui ont les moyens, mais il y en a beaucoup qui ne font pas de la haute disponibilité à travers plusieurs data centers. Plus quand on va sur du AWS, non seulement on peut faire ça à travers différentes zones de disponibilité et différents data centers, mais on peut également faire de la réplication de données à travers des régions. Et donc dans ces cas-là, on peut même faire du disaster recovery, comment on dit ça en français, de la reprise d'activité, exactement, à travers des régions, et donc s'assurer que nos ressources sont disponibles. Et je peux continuer avec la scalabilité également. On a fait de l'élasticité. Je peux continuer avec la gestion de système. On a une liste impressionnante pour faire de la gestion de système. Si on parle de CloudWatch, de CloudWatch Logs, les services d'optimisation de coûts, tout ce qu'on fait autour de Infrastructure as Code pour l'automatisation de l'infrastructure, c'est très important. Les mainframes, ils ont été automatisés, mais là, on entre vraiment dans une dimension supplémentaire avec tout ce qui est CI/CD, avec le Cloud Development Kit, avec la gestion, avec des images Amazon par exemple,
tout ce qui est autour de la gestion de chargeback, parce que sur le mainframe, il faut bien s'assurer que les coûts soient allés aux bonnes divisions. On peut également faire ça avec des cost allocation tags, donc des tags d'allocation de coûts sur AWS. Donc, en réalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le AWS je veux pas dire qu'elle a repris les concepts, mais beaucoup de concepts qui sont sur le mainframe existent sur AWS et même sont étendus, et donc ça permet d'améliorer encore plus la qualité de service pour tous les applicatifs qui sont déployés sur des mainframes. Il peut y avoir des cas très spécifiques où on n'a pas d'équivalence parce que l'architecture est différente, mais dans la majorité des cas, soit on répond aux besoins, soit on dépasse même les besoins des clients. Et donc tu parlais de prix, d'agilité, de compétences au début, mais au fait, une fois que c'est déployé, on se rend compte qu'il y a toute la flexibilité du cloud, l'automatisation, les aspects infrastructure as code qui rentrent en jeu, qui apportent quelque chose de nouveau à ces environnements finalement où il n'y avait pas moyen de faire ça avant. Tu as vécu plusieurs histoires de migration, c'est ton boulot chez AWS, tu aides des clients à migrer. Quels sont les bénéfices constatés? Parce que les bénéfices attendus, on vient d'en parler. Alors, tu viens de parler de toute la nouvelle partie, mais sur les aspects prix, agilité, compétences, comment les clients s'y retrouvent après la migration? C'est quoi le principal feedback de ces migrations? Alors, on a parlé du coût très élevé des plateformes mainframe. Donc, typiquement, lorsqu'on fait une migration vers AWS, on dit qu'on fait une réduction de coût d'entre 60 et 90% de coût. On a des cas clients, par exemple KMR en Australie, ils ont migré 34 applications COBOL, c'est à peu près 6 millions de lignes de code COBOL, et ils ont pris une économie prévue entre 30 et 40 millions sur les 5 prochaines années. Donc ça rentre tout à fait dans les dizaines de millions d'euros ou de dollars que je mentionnais au préalable. Les plateformes sont très onéreuses à maintenir tous les ans, donc les économies sont vraiment substantielles. On a la même chose qui nous est arrivé avec l'US Air Force. L'US Air Force a fait du automated refactoring. Ils ont pris leur COBOL, leur application COBOL, ils l'ont transformée en Java. Chez eux, il y avait à peu près 3 millions de lignes de code pour un applicatif très important de gestion d'inventaire, donc pour l'armée américaine. Et eux, ils ont prévu 25 millions d'économies par an sur les prochaines années, sur les années à venir. Un autre exemple, c'est le New York Times, qui eux également avaient un applicatif COBOL qui pouvaient plus maintenir, ils avaient plus les compétences, ils avaient même essayé par le passé de faire du rewrite ou de la réécriture de leur applicatif. Ça avait échoué parce que la difficulté des réécritures applicatives, c'est que très rapidement ça devient des projets qui sont trop complexes, qui prennent trop de temps, qui deviennent trop onéreux, et donc on voit beaucoup de réécritures qui ne marchent pas. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas, sauf si le périmètre est très limité, ce n'est pas une approche que l'on va mettre en valeur. Et donc pour le New York Times, eux, ils ont vu une réduction de coût de 70%, mais surtout la grosse valeur qu'ils ont trouvée en termes de compétences, c'est que maintenant les gens qui gèrent leur applicatif, et leur applicatif c'est vraiment un applicatif qui est très important pour eux, puisque c'est l'applicatif qui gère tout ce qui est gestion d'abonnement et livraison des journaux. Donc pour le New York Times, c'est vraiment l'applicatif critique qui est vraiment au cœur de leur métier. Et eux, ils ont vu donc une réduction de coût de 70%, mais plus important, les équipes qui gèrent cet applicatif-là sont maintenant partagées entre les équipes qui gèrent également les autres applicatifs qui peuvent servir à la création du journal, à l'échange des données avec leurs partenaires, etc. Donc ce sont les mêmes équipes. Donc ça leur permet de faire une émulation, une consolidation qui leur permet d'être plus pertinents. Et surtout, le gros gain que New York Times a vu, c'est en termes d'agilité. C'est-à-dire qu'autrefois, ça leur prenait beaucoup de temps de faire des modifications sur leur système mainframe, et à l'heure actuelle, ils sont capables de faire des mises à jour de manière très très rapide, en termes de semaines plutôt qu'en termes de mois ou d'années avec leur version mainframe. Donc l'agilité est prouvée, et puis le retour sur investissement est assez énorme. Donc même si le projet est relativement coûteux, le retour se fait tellement rapidement. Il faut voir la valeur, en fait, le bénéfice à la fin du tunnel plutôt que le coût du projet lui-même. Et ça se chiffre en millions, tu as dit. Comment tu vois le futur des mainframes? J'avais un client il y a très longtemps qui disait une technologie qui est largement déployée ne meurt jamais. Il y aura encore des mainframes dans 10, 20, 30 ans. Comment tu vois le futur des mainframes, tes projets de migration, peut-être des techniques de migration aussi? Ouais. Alors, nous, chez AWS, tu sais, on a un leadership
principle, qui est invent and simplify. Donc on est tout le temps dans la recherche d'innovation sur comment on peut mieux répondre aux besoins de nos clients. Si le mainframe répond bien aux besoins du client et qu'il est plus approprié qu'une technologie AWS, tant mieux pour le client. On va pas chercher à faire des choses qui ne conviennent pas. On est vraiment obsédé par le besoin du client. Par contre, si on voit que l'agilité qui est nécessaire au client est plus avantageuse sur la plateforme AWS, dans ce cas-là, on va encourager et on va expliquer comment faire cette modernisation. Là où on espère avoir, et là sur quoi on travaille, ce sont vraiment sur toutes les techniques d'amélioration, de modernisation. Les projets mainframe restent toujours des projets qui sont typiquement conséquents. Pour un gros applicatif mainframe de plusieurs millions de lignes de code, on a tendance à dire qu'il faut à peu près entre 1 et 2 ans pour faire une modernisation sur AWS. Alors ça, ce sont avec les techniques rapides, donc avec les outils dont j'ai parlé, des outils d'émulation ou de refactoring. Mais si on se lance sur une réécriture, il faut bien compter que les projets peuvent prendre 5 à 10 ans, et on n'est même pas sûr qu'ils vont terminer ce type de projet-là. Donc ce sont des projets qui prennent entre 1 et 2 ans. Dans les cas favorables, on peut même faire moins d'un an, mais nous, on souhaite que ça aille encore plus vite. Donc on travaille sur des manières d'accélérer ça. Donc ça passe par de l'automatisation à tous les niveaux. On parlait de l'automatisation pour la capture des jeux de tests, automatisation pour l'exécution des tests fonctionnels, automatisation pour l'intégration. Donc à tous les niveaux, on cherche à améliorer l'automatisation pour que les projets puissent être réduits en temps et en coût. L'autre aspect, je pense, qui est vraiment important également, c'est comment on peut faire plus de gestion automatique de l'infrastructure. Sur le cloud AWS, il y a beaucoup de services managés, donc que ce soit au niveau des containers Kubernetes managés avec EKS par exemple, ou même des fonctions Lambda dont on parlait tout à l'heure. Les services managés sont de plus en plus, on va dire, attrayants pour les clients parce qu'ils en voient la valeur, ils ont plus besoin de faire toute la gestion de l'infrastructure, ils peuvent vraiment se focaliser sur ce qui est important pour eux, qui est les fonctions métiers. Donc ils demandent d'aller vers ces services managés. À l'heure actuelle, beaucoup de projets de migration mainframe ont tendance à être déployés vers des environnements EC2, ce qui est très bien. Je veux dire, on arrive à avoir une qualité de service qui est excellente. Mais de plus en plus, les clients vont vouloir avoir plus de services managés pour justement réduire toute la maintenance, on va dire, plus des couches bas niveau. Et donc nous, ce à quoi on s'attache, c'est de faire en sorte que les techniques de modernisation qu'on s'applique, puissent justement avoir comme destination ces services managés. Donc faire en sorte que les clients puissent déployer ça dans des containers Docker, faire en sorte que quand on fait de la modernisation d'un gros applicatif mainframe, que cet applicatif mainframe, par exemple, puisse être déployé sur du Lambda. Mais on travaille également sur faire en sorte que les clients puissent utiliser les bases de données Aurora. Pourquoi ? Parce que c'est une des bases de données qui est le plus attrayante pour nos clients, parce qu'elle est à la base sur un moteur open source, mais avec la qualité de service dont les grandes entreprises ont besoin, à un prix attrayant. Donc avoir la possibilité de passer, par exemple, de fichiers indexés VSAM à une base de données Aurora, c'est très attrayant pour les clients, évidemment. Mais il y a également des cas où les clients ne souhaitent pas aller vers une base de données relationnelle, mais aller vers d'autres types de bases de données, que ce soit du DynamoDB ou des bases de type Graph ou d'autres types de bases de données. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est également faciliter pour que vraiment les clients puissent utiliser le compute ou les bases de données ou les services managés qui soient plus appropriés pour l'architecture spécifique. Les mainframes peuvent avoir des besoins en termes de qualité de service, de workload qui sont très élevés pour des I/O importantes, pour beaucoup de CPU ou beaucoup de mémoire. Et nous, on veut vraiment s'assurer qu'à chaque fois, pour un applicatif spécifique mainframe, on utilise des services AWS qui sont le plus appropriés pour ce workload-là. On veut vraiment que ce soit personnalisé au maximum pour vraiment profiter au maximum de la proposition de valeur à AWS. Bien sûr, on peut utiliser des services qui sont un peu plus génériques, mais le plus on peut personnaliser les services AWS qui sont utilisés, on va dire le plus de valeur on peut fournir aux clients au final. Donc l'automatisation et la migration vers des services managés, si je résume ta réponse. Pour terminer, dernière question. Si je suis client, que j'ai un mainframe et que je me pose la question de la migration vers le cloud, comment AWS peut m'aider ? Est-ce qu'il y a des programmes ou des services qui peuvent m'aider ou des professional services ou autres ? Ouais, donc on a une approche qui est bien structurée justement parce que les projets mainframe peuvent être complexes et on veut absolument réduire les risques
de ces projets-là. Et donc pour ça, une approche très méthodologique où on va commencer par un assessment, regarder exactement ce que le client souhaite faire. Ensuite, on va aller faire une découverte qui est plus approfondie. Ensuite, on va choisir une migration ou une approche de migration qui est plus élaborée. Ensuite, on va aller faire ce qu'on appelle une phase de mobilize où on va vraiment aller en profondeur, aller évaluer toutes les différents aspects qui doivent être évalués pour la migration. Et ensuite, on va aller faire la migration elle-même. Donc pour ça, on utilise soit l'équipe AWS ProServe, donc de services de consulting, ou également on utilise des partenaires. Toutes les approches des partenaires avec lesquels on travaille et de ProServe ont tendance à être uniformisées pour vraiment suivre les bonnes pratiques. À propos des partenaires AWS, on a d'ailleurs lancé une competency qui s'appelle la AWS Mainframe Migration Competency, on a lancé ça fin mars dernier, qui est vraiment créé pour identifier quels sont les partenaires qui sont compétents pour faire des migrations mainframe. Il y a beaucoup de partenaires qui sont disponibles sur le marché, mais pour s'assurer du succès de nos clients lors des migrations ou des modernisations mainframe, on veut vraiment s'assurer que ces partenaires-là ont la maturité, ont l'expérience, connaissent les outils qui permettent d'avoir ces succès-là. Et donc nous validons les compétences de ces partenaires dans ce domaine-là. Je mettrai le lien d'ailleurs vers la page web où vous pouvez trouver toutes les informations. Juste scrollez sur les notes du podcast et vous verrez le lien. Exactement. On fait un travail de revue en profondeur. On a à la fois des partenaires technologiques, donc qui vont fournir les solutions logicielles, et à la fois des partenaires consulting ou intégrateurs système qui ont un savoir-faire éprouvé, qui ont une approche mature et qui ont démontré bien sûr le succès des migrations mainframe chez nos clients. Donc ça c'est vraiment très important pour s'assurer du succès de ces modernisations. Conversation très intéressante sur le replatforming, la transformation, la réutilisation, en bref la migration de vos mainframes vers le cloud. Est-ce possible? Si vous avez encore un doute, la réponse est oui. Merci Foulque de Valence, Worldwide Tech Leader pour les migrations mainframe et système legacy chez AWS. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.